Bonjour. Alors, je préfère vous avertir tout de suite, la présente vidéo sera relativement courte, ça va être du condensé, donc je vais vous demander d'y faire tout particulièrement attention, d'autant plus qu'il y aura, si vous voulez, plusieurs niveaux de lecture. Cette vidéo risque fort aussi d'être profondément déboussolante pour nombre d'entre vous. Alors, le sujet est sans doute déjà connu de certains, mais certainement pas de tous. En tout cas, vu sous l'angle que je vais aborder, celui du paranormal, du surnaturel, des phénomènes inexpliqués, mais aussi dans le cadre de grands événements que nous avons vécus de manière assez récente et dont l'importance est loin d'être négligeable. Et enfin, aussi à propos d'une certaine crise planétaire qui nous préoccupe depuis près de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Il va être question d'images subliminales. Alors oui, dit comme ça fait petit, ça passe presque inaperçu, c'est normal, par définition. Mais vous allez comprendre. Allez, c'est parti, générique. Tout le monde connaît le film cultissime L'Exorciste de William Friedkin, une adaptation du livre de William Peter Blatty, lui-même basé sur une histoire vraie. À l'époque, ce film apparaissait comme le plus terrifiant jamais vu. Dans les salles de cinéma, des gens s'évanouissaient, faisaient des malaises, entraient en convulsions, faisaient des fausses couches. Des ambulances en stand-by devant les cinémas faisaient une sorte de publicité indirecte à l'œuvre d'épouvante. Pourtant, ces gens avaient dû en voir d'autres et on avait fait bien pire entre-temps. Et donc on pourrait se demander pourquoi ce film a eu un tel retentissement, pourquoi il a tant marqué les spectateurs de l'époque, qui remonte aux années 70, 70 pour nos amis français. Est-ce que les gens d'alors auraient été plus sensibles, plus impressionnables, plus chochottes ou plus flippettes ? Eh bien, franchement, je ne le pense pas, et les raisons sont à chercher ailleurs. Et vous allez voir que ça va déboucher sur des trucs absolument invraisemblables, des coïncidences époustouflantes qui ne pourront que vous interpeller. Alors tout d'abord, il y a évidemment le talent de William Friedkin, le réalisateur, qui ne recule devant rien et développe un art consommé pour prendre le spectateur au dépourvu par un fait somme toute banal, par exemple la sonnerie du téléphone qui retentit alors que tout est calme, mais avec un volume de son exagéré de sorte qu'il fait immanquablement sursauter tout le monde. Alors que jusque-là, on avait des films d'horreur à l'eau de rose, où la plupart des scènes soi-disant effrayantes étaient surtout sous-entendues et amenées par un effet montant, ici le spectateur en prend plein la tronche, et bien plus encore parce que, comme nous allons le voir, ou plutôt qu'on ne le verra pas, enfin si, mais si peu, tous les moyens seront bons pour terrifier en profondeur. Alors il y a surtout que le public de l'époque est encore très empreint de religion. Il n'a pas encore subi le déclin actuel, peut-être induit par le mondialisme. Il y a le fait que l'on se rend vite compte que le genre d'horreur que l'on voit à l'écran peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri, le mal est partout, même s'il ne se voit pas. Le diable s'invite chez n'importe qui, invisiblement, comme le virus de la peur. Même chez les athées, personne n'est immunisé. Donc il ne faut même pas être croyant, adhérer à une religion quelconque, ça peut toucher tout le monde. Et il y a pire. Tout au long du film, le spectateur s'apercevra que la puissance du mal est incroyablement plus forte qu'on le croit et que Dieu ne gagne qu'in extremis et encore est sujet à interprétation, à sacrifice. Et oui, la jeune possédée, interprétée par Linda Blair, ne doit son salut que parce que l'un des prêtres qui l'exorcise prend le diable ou la possession à son compte et se jette par la fenêtre. Bref, il se suicide par solidarité. Bon d'accord, c'est un geste barrière très extrême, mais il fonctionne. Enfin, ça reste à voir puisqu'il y aura un Exorciste 2 et un Exorciste 3 et encore d'autres versions des exorcistes et des exorcismes. C'est très fréquent au cinéma et on a l'habitude de constater que ces suites sont généralement bien moins virulentes. Et pourtant, bien des gens iront encore faire la file dans les salles obscures. Ils aiment tant se faire peur qu'ils ont besoin d'une deuxième dose et même d'une troisième dose, si pas encore de doses supplémentaires. Et puis, il y aura aussi les images subliminales et un autre coup de génie que l'on verra par la suite. Parlons donc de ces fameuses images subliminales. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'images qui n'apparaissent que de manière très brève, tellement brève que le spectateur ne les voit pas réellement.
Elles sont cependant supposées être enregistrées par notre cerveau et contribuer à influencer le subconscient de celui qui les perçoit de cette manière indirecte, si l'on peut dire, puisque en fait donc les images apparaissent bien à l'écran, mais tellement vite qu'on ne s'en aperçoit pas. En cinéma, 24 images défilent par seconde, et en insérant une image particulière, cette dernière ne s'affichera que 0,04 secondes et ne pourra donc pas être perçue consciemment par le spectateur, mais peut être enregistrée par le cerveau malgré tout. Des études montrant notamment qu'un stimulus subliminal peut attirer l'attention. La question de l'efficacité de ce type d'image est sujette à controverse. En effet, les études semblent démontrer qu'elles n'ont aucun impact sur les personnes qui les reçoivent, et d'autres études prétendent le contraire. On a déjà vu ça quelque part. Alors partons du principe qu'elles n'auraient aucun effet. On se demandera alors bien pourquoi la justice américaine aurait interdit les messages subliminaux dans les publicités dès 1958. Il faut rappeler que l'Exorciste est sorti en 1973, c'est-à-dire en 1973 pour nos amis français. La mesure était également vraie pour l'Australie et l'Angleterre. En fait, cela provient de 2 points. Le premier était que la mesure n'a pas toujours été respectée, loin s'en faut, et ça non plus, ça c'est pas nouveau, et que l'Exorciste a d'ailleurs fait l'objet d'une censure, ce qui n'est pas nouveau non plus. D'autre part, la définition technique de l'image subliminale, qui ne doit durer que moins de 20 millisecondes, a facilement pu être détournée en veillant à la faire durer un petit peu plus longtemps, de manière à échapper aux tribunaux, comme en 1988 lors de l'élection présidentielle de Mitterrand. Comme on le voit, il n'y a pas que dans l'Exorciste que tous les moyens sont bons, c'est apparemment vrai aussi dans les élections présidentielles, et pas seulement en France. En effet, il en a aussi été question lors de la lutte entre Bush et Al Gore en 2000. Et pour la petite histoire, il faut savoir que l'on a trouvé des messages subliminaux dans les films, les séries télévisées, la publicité, les élections, non seulement sous la forme d'images, mais aussi dans l'audio, sauf que là, évidemment, on ne peut pas parler d'images, mais seulement de messages subliminaux. Soit, ça en dit long sur les moyens dont disposent de nombreux milieux, pas seulement les gouvernements, de nous manipuler, puisque l'on trouve cela au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéo, et que sais-je encore. Et ça m'inspire d'ailleurs une question. Pendant les périodes de confinement, alors que les cinémas étaient fermés et que nous étions assignés à résidence, qui donc aurait pu nous envoyer des messages subliminaux ? C'est une question que je laisserai ouverte et que je vais vous laisser le soin d'y répondre par vous-même. Or donc, dans l'Exorciste, des images subliminales ont été utilisées afin de renforcer le climat d'angoisse qui était pourtant déjà très présent, mais pour certains, cela n'a pas été le seul procédé. Moi qui vous parle, je figure parmi les privilégiés qui ont pu voir le film dès sa sortie en Belgique, alors que je ne devais avoir que 15 ans. Oui, c'est un peu limite, dirons-nous. Bon, donc, vous avez compris que... Mais bon, soit. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ça se passait dans la petite ville de Lessines, dans le Hainaut. Et pour situer un peu, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, elle se situe entre Ath et Gramont, ou entre René et Enghien. La ville de moyenne importance présente un aspect rural assez marqué, et donc les habitants ne manquent pas de culture. Pourtant, tous ne connaissent certainement pas toujours leur artiste local fameux et de renommée mondiale, René Magritte, un peintre surréaliste. Vous vous rappelez peut-être ce fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe, je vous laisse méditer ». C'est en partie grâce à lui que l'on a dit que la Belgique était le pays du surréalisme. L'autre partie, on la doit peut-être à nos gouvernements. Il y a un autre témoin du surréalisme en Belgique, c'est la réalisation de la gare de Mons, qui était prévue déjà pour 2015, si mes souvenirs sont bons. Si tout va bien, ce sera pour 2023, si tout va bien. Bon, soit. Mais que vient donc faire la peinture surréaliste au milieu d'un sujet concernant un film aussi terrifiant que l'Exorciste ? Eh bien, je ne pourrai pas vous le présenter, pour des raisons de droit d'auteur, mais je vais vous inviter à prendre connaissance de la petite vidéo que je vous mets en fiche de suggestion, et vous allez pouvoir voir le tableau « L'Empire des Lumières ». Alors, que voyez-vous ? Eh bien, une maison le long de la Tendre, peut-être, ou un étang avec un réverbère, et un curieux jeu d'ombre et de lumière. C'est déroutant, c'est empreint de mystère. Il y a aussi la présence perturbante du jour et de la nuit simultanément, l'un superposé à l'autre, faisant perdre nos repères.
Somme toute, cela pourrait être le symbole de la lutte entre le bien, représenté par la douceur du ciel bleu et clair situé en haut, symbolique de Dieu, et la profonde noirceur située dans le bas du tableau, symbole du mal, du diable, manichéisme assez évident. Mais ça pourrait être seulement mon interprétation, une extrapolation, et je ne suis pas spécialiste en art pictural. Je ne pense pas non plus vraiment me tromper. Par contre, ce qui est sûr, c'est que William Friedkin s'est inspiré de l'Empire des Lumières du Belge René Magritte pour la célèbre affiche de son film. On y voit enfin, en effet, arriver le prêtre exorciste Mérin face à une maison plongée dans un brouillard lugubre, la nuit, avec une façade baignée par une lumière blafarde qui hésite à trancher dans l'obscurité et qui provient d'un réverbère tout comme dans le tableau. C'est le deuxième coup de génie du réalisateur et ce ne sera pas le dernier. En soi, ce n'est pas une image subliminale, mais elle est très lourde en symbolique. Elle annonce le conflit et le caractère très aléatoire de son issue. Il n'est pas clair du tout que la lumière gagne contre l'obscurité. Dans la clarté se dessine un homme en noir. Or, c'est de ce même homme dont dépend la solution. On pourrait tout à fait imaginer que le noir va englober la lumière, l'absorber, l'anéantir, j'ai envie de dire la phagocité. On peut aussi penser que ça va être le contraire qui va se passer. Bref, on est dans le cirage à condition que les pompes funèbres soient noires et que le cirage ne soit pas blanc, si vous me suivez. Donc, cette image est génialement représentative de tout un ensemble de choses ambiguës qui vont apparaître dans le film, une profonde incertitude, un malaise certain, une menace latente qui annonce la couleur, si j'ose dire, puisqu'il va être question ici surtout de noir et de blanc. C'est comme quand on affirme tout et son contraire. C'est comme laisser supposer que le secours qui arrive pourrait être lui-même plus terrifiant que la cause de sa venue, et en même temps cela démontre que personne n'est à l'abri. En effet, ce sont des gens athées qui sont la proie des démons et qui attendent démons et merveilles d'un homme incertain, voire inquiétant, qui va d'ailleurs se faire assister par un autre prêtre à la fois vacillante. Et le démon va s'engouffrer dans cette brèche, ce qui provoquera aussi peut-être sa perte, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le prêtre préfère mourir plutôt que céder par solidarité. Il ne s'attendait pas. Dans la vidéo que je vous propose ici en fiche de suggestion, on voit très bien que l'incertitude va encore beaucoup plus loin. Ça se passe en anglais, mais on comprend très bien. Mérin est mort, tué par Regan, ou en tout cas victime d'une crise cardiaque. Regan est possédé par le démon. Comme celle-ci rit de la situation, Caras se fâche et lutte contre Regan. Alors qu'il lui assène des coups de poing, elle lui arrache son médaillon et il crie « Take me », c'est-à-dire « prends-moi ». Il dira même « Come into me », c'est-à-dire « viens en moi ». Le démon s'arrache et infecte Caras, qui n'était pas à 1,50 m et ne portait pas de masque, et dont le regard se transforme, le regard de Caras, pas celui du masque. On a bien compris qu'il est passé de l'un à l'autre. Dès lors, Caras tente d'étrangler Regan, et on ne sait pas trop si cela provient de la volonté du démon ou de celle de vengeance du prêtre. Dans une terrible lutte interne, Caras se rend compte qu'il va faire une grave bêtise, un péché mortel qui le mènerait en enfer, et il se ravise. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans son esprit, tout cela est laissé à l'interprétation du spectateur, qui est non seulement horrifié par la scène, mais aussi bombardé d'informations contradictoires. Le prêtre se sacrifie et gagne la partie, ou bien le démon se sent-il mal dans le corps d'un prêtre. Toujours est-il que Caras a pris sa décision, et on le voit qui reprend son teint normal alors qu'il regarde la fenêtre par laquelle il va se lancer. Il le paiera de sa vie, parce que la chute dans les escaliers ne pardonnera pas. Le démon a eu sa victime, en fait son âme, parce qu'il n'emportera forcément pas son corps. À moins que le démon soit tout naturellement parti, parce qu'il ne pouvait pas rester dans la peau d'un prêtre, ni dans celle de Regan qui possède maintenant son médaillon béni. D'ailleurs, on a aussi compris que Regan était libéré, guéri, avant même le sacrifice de Caras. On ne sait donc pas trop qui a gagné en définitive, ni même si tout cet exorcisme a servi à quelque chose, ou s'il n'a été qu'un énorme gâchis.
Ce sera au spectateur de se faire son opinion, de continuer le film dans sa tête. Vous savez, quand on regarde un film, que ce soit un film d'amour par exemple, il est bien rare qu'il n'y ait pas toujours quelqu'un qui ait la larme à l'œil. Même si on regarde un film de guerre, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale par exemple, on sait très bien que cette guerre est révolue, qu'elle est passée depuis longtemps, mais les gens ont l'habitude de s'identifier aux personnages, de se prendre au jeu, de rentrer dans l'action un petit peu comme si on y participait. On fait également preuve d'une certaine empathie pour des personnes plus que d'autres. Et bref, on se sent toujours, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins concerné, même si à la fois c'est lointain, c'est également tout proche. Donc, sur base d'une gigantesque mise en scène, à grand renfort d'effets spéciaux, un scénario en béton basé sur des faits réels, comme je vous l'ai dit, le tout porté sur grand écran, avec une publicité canon, une médiatisation de gros calibre, le grand exorcisme se solde bizarrement par des millions de possédés et un grand succès commercial, un succès planétaire. Et je viens de vous envoyer tout un paquet d'images subliminales, verbalement, bien sûr. Mais il manque un élément à cette présentation, car je vous ai parlé de la ville de Lessines dans le cadre de ce film, via l'affiche de l'exorcisme et du tableau de René Magritte. Mais vous n'en savez pas plus. Ceux qui ont pris connaissance de mes vidéos précédentes vont sans doute faire des bonds en constatant les coïncidences. Car Lessines est une ville frontalière sur le plan des communautés linguistiques belges. Elle est toute proche de Gramont, Gerardsbergen en néerlandais, et pas loin de René, Rons in het Nederlands, ou même Flobecq qui devient Vloesberg. On peut aller plus loin en signalant que Lessines était jadis une ville flamande. Et oui, bien que j'y ai habité pendant des années, je ne le savais pas moi-même. Bon, d'accord, mais quel rapport? Eh bien, le rapport est indirect et ne touche pas à l'exorciste, sauf dans un cas. D'abord, on se trouve justement sur la fameuse ligne de démarcation des ovnis de la vague belge. On est à proximité du lieu du grand sabbat des sorcières d'Elzel, qui, pour rappel, est un événement folklorique, certes, mais qui retrace aussi des éléments historiques survenus lors de l'Inquisition. C'est un endroit où de véritables personnes, supposées coupables de sorcellerie, ont péri effectivement, vraiment sur le bûcher. Elles pactisaient donc prétendument avec le diable. L'artiste local et polyvalent Jacques Van de Wattien a laissé de très nombreuses traces concernant l'inexpliqué, le surnaturel dans ses œuvres, qui décorent la quasi-totalité de la bourgade, que je vous conseille d'ailleurs de visiter quand vous aurez le temps, ça vaut la peine, ça vaut le détour, et c'est aussi dans cette région, et plus précisément à Wodek, qui se trouve à un jet de pierre de Lessines, que se trouve probablement le trésor des Templiers, que l'ordre teutonique, et donc allemand, aurait pu tenter de s'approprier. Les ovnis de la vague belge venaient bien de l'Allemagne, dont nous avons vu précédemment les accointances diaboliques, à certains égards, diaboliques à comprendre dans un sens très large. Et l'ambiguïté va beaucoup plus loin, puisque la région concerne aussi la fameuse maison du diable, surnommée comme telle, après les exorcismes survenus à Arquois-Tripon. En résumé, les habitants de Lessines et des localités de la région aurait bien dû être beaucoup plus sensible que d'autres aux horreurs rencontrées dans le film L'Exorciste, sauf que ce dernier date de 1973, que la vague belge date de 1989 à 1993 environ, et qu'il y a donc 20 ans de différence entre les divers événements. Moralité, ces choses sont intemporelles. On nie l'existence de l'enfer par commodité jusqu'au moment où ça commence à sentir le roussi. On nous dit que ces choses n'existent pas, et le Vatican, qui d'un côté réforme le grand rituel de l'exorcisme, et de l'autre forme des exorcistes à tout va, assure que ces cas sont exceptionnels, que la probabilité que cela survienne est extrêmement faible, et donc forcément la préparation fait défaut. Et puis, on est submergé. Et pourtant, ça fait des millénaires que l'on est averti. Voilà, j'espère que cette vidéo à sens multiple vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à laisser vos commentaires.
Vous pouvez aussi la partager avec votre voisin, vos amis et connaissances, en mettre le lien dans votre courrier ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fera avancer le schmilblick, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Quant à moi, eh bien vous le savez très bien, je ne lâche pas le morceau et je vous fixe rendez-vous pour dans pas longtemps. À bientôt, portez-vous bien, salut.